Lorsqu'on parle du spatial asiatique, on pense souvent à la Chine, à la Russie, au Japon ou encore à l'Inde. Néanmoins, la Corée du Sud est en pleine ascension technologique et elle est en train d'investir massivement depuis quelques années dans son industrie spatiale. Aujourd'hui dans cette vidéo, je serai votre guide à travers l'histoire et le futur du spatial sud-coréen qui était à deux doigts de dépendre de la Russie. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! En général, tout programme spatial d'un pays naît à partir d'un ancien programme de missiles. Regardons juste les USA, l'URSS ou encore la Chine, ce point revient souvent. Du côté de la Corée du Sud, même si quelques petites choses ont été faites par-ci par-là, un vrai programme spatial est né à la fin des années 80. En août 1989, le Centre de recherche de technologie des satellites, surnommé aussi SATREC, est créé au sein du KAIST, une des principales universités du pays, située dans la ville de Daejeon. Cet organisme à ce moment précis avait comme but de former les futurs ingénieurs du pays au développement de satellites expérimentaux ainsi que leurs composants. Néanmoins, savoir développer des satellites, c'est bien, savoir lancer, c'est mieux. Et c'est pour cela qu'en octobre de la même année, le CARI, soit l'Institut coréen de recherche aérospatiale, est créé dont son objectif principal était de développer les activités de recherche du pays dans le domaine aéronautique et spatial. Dans cette optique de former les futurs ingénieurs au SATREC, le pays achète un microsatellite scientifique de 50 kg développé par une société britannique du nom de SSTL pour que les ingénieurs puissent découvrir ce qu'est un satellite. Alors ce satellite du nom de KITSAT-1 a été placé en orbite le 10 août 1992 par le fameux lanceur européen Ariane 4. Néanmoins, dans un second temps, après un accord de transfert de technologie acté avec SSTL, les apprentis de la SATREC ont eu comme mission de construire une copie conforme du KITSAT-1 pour construire le second satellite du pays, nommé KITSAT-2, qui lui aussi a été placé en orbite par une Ariane 4, mais ici le 26 septembre 1993. Ainsi, grâce à cette acquisition de savoir-faire, la Corée du Sud a relevé ses ambitions tout en donnant comme mission à ses ingénieurs de développer un bus 2.0 du satellite de télédétection KITSAT-3. D'une masse totale de 110 kg, il était composé principalement d'un imageur multispectral développé par une université basée en Afrique du Sud. Par contre, suite à l'absence des technologies de lancement nécessaires, ce satellite a été lancé le 26 mai 1999 par l'agence spatiale indienne, l'ISRO, via son lanceur PSLV. Mais du côté de l'agence CARI, les années 90 sont marquées par le développement de 3 fusées-sondes. La première, KSR-1, une fusée monoétage non guidée à propergol solide, a volé à 2 reprises en 1993. La seconde, KSR-2, qui est une fusée composée de 2 étages issus de sa grande sœur KSR-1, pouvait atteindre une altitude maximale de 160 km et elle a effectué 2 vols en 1997 puis en 1998. Puis pour finir, la KSR-3, dont le développement a été décidé en 1997, cette fusée était la première en Corée du Sud à posséder un moteur fusée à ergol liquide brûlant un mélange de kérosène et d'oxygène liquide. À noter que le CARI a lancé cette fusée en novembre 2002. Mais à travers ce programme des fusées-sondes KSR, l'objectif était de préparer le développement d'un vrai lanceur national capable de placer de petits satellites en orbite d'ici 2005. Le lanceur initial devait comporter 3 étages basés sur KSR-3 avec 2 propulseurs d'appoint supplémentaires dérivés également de la même fusée-sonde. De plus, le 3e segment devait être un étage à propergol solide provenant de la fusée-sonde KSR-1. Mais à ce même moment, l'agence était aussi assignée au programme scientifique de satellites d'observation terrestre nommé COMSAT, dont le premier satellite COMSAT-1, construit par l'entreprise américaine TRW, est lancé en 1999. Par ailleurs, suite aux nouvelles ambitions nationales et au développement accru du secteur des satellites, notamment avec la création de filiales spatiales provenant de grands groupes comme Samsung et Hyundai, il est plus qu'urgent pour le pays de se doter d'un lanceur capable de remplir les missions spatiales du pays. Dès 2002, KSLV-1 commence à prendre de plus en plus de place au sein de l'agence spatiale du pays. Sauf que finalement, en 2004, la Corée du Sud se tourne vers la Russie pour le développement de son lanceur. La société russe GKNPZ Khronichev, constructeur d'Angara, signe un contrat initial d'une valeur d'environ 200 millions de dollars pour la conception et le développement du lanceur sud-coréen, ainsi qu'à la construction d'une base de lancement sur le territoire de la Corée du Sud. Néanmoins, le contrat final signé en octobre 2006 prévoyait finalement que Khronichev devait développer le premier étage complet du lanceur, conçu pour placer 100 kg en orbite. De plus, la société russe devait également fournir les composants permettant à la Corée du Sud de construire les autres parties du lanceur
et ça, sans transfert de technologie. Mais finalement, le contrat final ratifié en juin 2007 par la Douma russe a autorisé le transfert de technologies sensibles à la Corée du Sud, et cet accord de coopération a été signé d'une manière officielle le même mois par le président russe Vladimir Poutine et le président coréen Roh Moo-hyun. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le budget total du projet KSLV-1 est estimé aujourd'hui à plus de 449 millions de dollars pour son développement. Mais du point de vue du lanceur, d'une masse de 140 tonnes et d'une longueur de 33 mètres pour un diamètre de 2,9 mètres, il comprend un premier étage directement dérivé du premier étage URM-1 du lanceur Angara, tandis que le moteur RD-191 de l'URM a été remplacé par un RD-151 développé par NPO Energomak, une société russe. Et même si une grosse partie du lanceur était importée, le Kari avait comme mission de développer le deuxième étage, la coiffe ainsi que l'avionique du lanceur. D'ailleurs, le second étage utilisait un moteur à propergol solide d'une poussée de 42 kN dérivé de la fusée sonde KSR-1. Mais alors que le vol inaugural était prévu pour fin 2007, la fusée a décollé finalement le 25 août 2009 suite à des problèmes du côté des Russes. Cette première mission devait déployer un petit satellite scientifique du nom de STSat-2A, construit par le SATREC, d'une masse de 90 kg. Mais malheureusement, le lancement a été un échec. En effet, une des deux moitiés de la coiffe est restée fixée au deuxième étage, et celui-ci n'a pas atteint une vitesse suffisante pour permettre le déploiement du satellite avec succès. Ainsi, logiquement, un deuxième vol a été planifié 9 mois plus tard, et les responsables russes s'étaient engagés à contribuer à une troisième tentative si ce deuxième vol échouait. Mais comme vous pouvez vous en douter, l'intérêt des Russes derrière cette opération, c'était de rendre dépendante la Corée du Sud à ses produits. Sauf qu'en réalité, la Russie ne savait pas que le KSLV-1 n'était qu'une étape pour la Corée. Donc bon, tout va bien pour les Russes. Une deuxième tentative de lancement a quand même eu lieu le 10 juin 2010, emportant le second exemplaire STSat-2B, mais malheureusement, le lanceur a explosé au bout de 127 secondes. Alors selon les enquêteurs russes, cet accident a été causé par un composant développé par les Coréens. Maintenant, est-ce vrai? On ne le saura jamais. Alors que le deal tenait toujours, le troisième vol et le dernier vol du lanceur qui a eu lieu le 30 janvier 2013, et cette fois-ci le lanceur transportait un troisième exemplaire du satellite nommé STSat-2C, a été un succès. Sauf qu'en 2012, discrètement, le Kari avait débuté un nouveau programme d'un lanceur 100% sud-coréen du nom de KSLV-2, ou aussi appelé Nuri, dont le premier vol du lanceur a eu lieu le 21 octobre 2021. Alors que les deux premiers étages fonctionnaient d'une manière nominale, le troisième étage s'est éteint prématurément. Selon l'enquête, un COB, qui est une bouteille d'hélium qui est là pour maintenir une pression optimale des ergols, s'est détaché suite aux vibrations. Dans sa chute, le COB a heurté les parois du réservoir d'oxygène liquide, ce qui a provoqué une fuite d'hélium, causant un problème de pression du côté des ergols, provoquant par la suite l'arrêt de la propulsion. Alors suite à l'échec, la commission d'enquête a ordonné au Kari de résoudre ce problème en leur rappelant que le projet a déjà coûté en tout 1,43 milliard de dollars, en incluant les deux vols de qualification. Ainsi, les ingénieurs se sont mis à 1000% sur le prochain vol d'essai, et le second lancement a eu lieu le 21 juin 2022, et il a été un succès. Le décollage a été une réussite, et le lanceur a également réussi à déployer les charges utiles sur une orbite polaire à 700 km d'altitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que le KSLV-2 transportait un simulateur de masse, ainsi que le PVSat, un intégrateur transportant 4 CubeSats. Autour de ce lanceur, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ses capacités d'emport est de 2,6 tonnes en orbite terrestre basse et de 1,5 tonnes en orbite héliosynchrone, ce qui permettra aux nombreux acteurs sud-coréens d'envoyer depuis le territoire leurs charges utiles. Mais du côté du prix, courant 2021, la fabrication et le lancement de 4 autres lanceurs ont été budgétés à un montant de 440 millions de dollars, donc on parle d'un coût de 110 millions de dollars par exemplaire, ce qui reste très cher face à la Vega C, dont son coût de lancement est de 37 millions de dollars. Alors maintenant, est-ce que le Kari va travailler massivement sur une industrialisation massive du lanceur pour faire chuter le coût de lancement? C'est fort probable, du moins aujourd'hui on connaît très bien les capacités industrielles modernes du pays. Du côté du programme spatial habité du pays, Lee So-yeon est la première astronaute sud-coréenne à être allée dans l'espace et sur l'ISS. Alors cette chercheuse en bioingénierie de 29 ans a effectué un séjour de 10 jours en avril 2008 à bord de l'ISS via le Soyouz TMA-12 dans le cadre d'un accord commercial de 28 millions de dollars facturé par la Russie. Mais dans un futur plus lointain avec la signature de l'accord américain Artemis entre les USA et la Corée du Sud, la Corée espère qu'un petit siège sur une mission lunaire habitée
de la NASA sera un jour réservé pour un ou une astronaute du Carry. D'une autre part, lorsqu'on parle de la Lune, le Carry ne compte pas forcément sur la NASA pour obtenir des données. Par exemple, le programme d'exploration lunaire CLEP, initié en 2016, a commencé à se concrétiser, notamment via le lancement réussi d'une Falcon 9 de SpaceX le 4 août 2022 dans le cadre de la mission KPLO. Cette sonde aussi appelée Danuri devrait rejoindre la Lune mi-décembre 2022 et elle va opérer sur une orbite polaire à 100 km d'altitude pour notamment analyser la géologie de la Lune. D'ailleurs, cet orbiteur transporte également un instrument de la NASA. Mais sur une seconde phase, l'agence sud-coréenne prépare une mission composée d'un atterrisseur et d'un astromobile destiné à la Lune. Selon le plan actuel, on parle d'un lancement en 2025 via le lanceur KSLV-2. Alors le problème avec le secteur spatial de la Corée du Sud, c'est qu'il reste encore plutôt jeune. Puis surtout, les grands groupes sud-coréens comme Hyundai ou Samsung maintiennent un niveau de tech qui évolue sans cesse en ce qui concerne le segment des satellites et des composants. Néanmoins, du côté du segment des lanceurs, il est vrai qu'à part le Carry, peu d'entités sont présentes, mais pourtant, le New Space est déjà là. La startup sud-coréenne aujourd'hui la plus avancée se nomme InnoSpace et elle lancera une fusée suborbitale du nom de Hanbit TLV en décembre 2022 depuis le port spatial brésilien d'Alcantara. Et selon la startup, ce proto servira de test pour le futur développement d'une grande famille de fusées. Ainsi, ce premier vol d'essai suborbital visant les 100 km d'altitude sera là pour valider le moteur du premier étage de Hanbit Nano. Ce micro-lanceur de satellite sera capable de transporter une charge utile allant jusqu'à 50 kg sur une orbite polaire à environ 500 km d'altitude. Par conséquent, la startup compte rester sur le segment des micro-lanceurs, qui reste une sous-catégorie très demandée sur le marché. Pour leur avenir, InnoSpace compte commercialiser 2 autres lanceurs, dont le Hanbit Micro, pouvant déployer 150 kg sur une orbite héliosynchrone à 500 km d'altitude. Puis pour terminer, on retrouve la fusée Hanbit Mini, qui a une capacité d'emport de 500 kg pour la même configuration de mission. Ce qui est à noter sur ces 3 lanceurs évoqués précédemment, c'est qu'ils seront équipés de réservoirs d'oxygène liquide et de RP1, donc un dérivé du kérosène. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère que ce résumé du spatial sud-coréen vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime à cette vidéo pour me soutenir. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu Mars, allez bye.